OATS, oui, c'est possible d'améliorer la situation. Bonjour, je suis Virginie Terrier et voici Adva Goodman. Nous sommes les deux cofondatrices de Fertiline. Fertiline, ce sont les accompagnements qui multiplient par 7 vos chances de réussite et qui sont recommandés par les cliniques et les médecins de PMA. Aujourd'hui, nous allons parler de l'OATS ou Oligo-asténo-tératospermie. Un nom vraiment barbare, mais pour vous dire que ce cumul de défauts est tout à fait améliorable, nous allons tout d'abord vous expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut améliorer la situation pour chaque élément de la problématique du sperme. Si vous aimez ce contenu, il est extrêmement important de liker, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne. Si vous faites ça, eh bien vous nous aidez à remonter dans l'algorithme de YouTube et à faire en sorte que nos contenus soient connus par davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de conseils, ont besoin de solutions, ont besoin de progresser dans leur situation d'infertilité et nous aimerions vraiment qu'elles puissent avoir accès à ces informations. Alors, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. L'oligo-asténo-tératospermie, c'est donc le cumul de oligospermie, asténospermie et tératospermie. Je vais reprendre chacun de ces critères pour justement vous les décrire, pour voir quelles sont les conséquences et comment il est possible de les améliorer. Commençons par l'oligospermie. Oligospermie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une insuffisance quantitative de spermatozoïdes. On n'a pas assez de spermatozoïdes par millilitres de sperme. Alors ça peut être cette donnée-là, mais ça peut être aussi on n'a pas assez de spermatozoïdes dans l'éjaculat au total, puisque vous l'aurez compris, un spermogramme est évalué par millilitres au niveau de la quantité de spermatozoïdes, mais aussi sur l'éjaculat total. Or, si vous avez une quantité finalement de spermatozoïdes qui est correcte par millilitre, mais que vous n'avez que 1 millilitre de sperme, au lieu d'en avoir quelque chose comme 2 ou 3 millilitres qui est plutôt dans la norme, eh bien ça va tout de même réduire la quantité de spermatozoïdes dans l'éjaculat. La norme quantitative pour les spermatozoïdes est une norme au-delà de 25 millions de spermatozoïdes par millilitre. Certains spermogrammes vont placer la limite basse à 15 millions, mais en dessous de 25 millions, on va avoir un sperme qui est relativement peu fécondant. Ce critère-là, il est très important lorsqu'on vise une conception naturelle, spontanée, puisque en dessous de 25 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, on a très peu de chances d'avoir une fécondation naturelle et donc une grossesse qui va se produire. Ce critère est un des plus faciles à faire évoluer, donc c'est une très bonne nouvelle. Cependant, pour le faire évoluer, il faut comprendre quelle en est la cause, puisque ce n'est pas parce qu'on a une oligospermie que la cause est toujours la même. La cause peut être hormonale, par exemple, on peut avoir un manque d'androgènes, qui sont les hormones masculines, telles que la testostérone, telles que la DHEA. Ce manque d'hormones masculines va perturber la spermatogénèse et diminuer quantitativement le nombre de spermatozoïdes. Et en plus de ça, ce manque d'hormones peut être transitoire. Par exemple, dans une situation de stress chronique aggravé, tel qu'un burn-out, on peut avoir un effondrement de la testostérone et donc avoir une quantité de spermatozoïdes qui diminue drastiquement de façon transitoire. Pour retrouver une quantité normale, il faudra aller résoudre ce schéma de stress. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'autres problématiques peuvent affecter l'équilibre hormonal masculin et donc évidemment il faut identifier si c'est cet équilibre hormonal qui est la cause de l'oligospermie. Dans les autres causes, on peut retrouver des problématiques de méthylation, c'est-à-dire des problématiques qui sont au cœur de la division de chacune des cellules et donc de la division des spermatozoïdes. Et ces problématiques de méthylation vont faire qu'on a un moins bon potentiel à produire des spermatozoïdes en quantité et elles sont complètement contournables. On peut avoir des problématiques également d'oxydation, d'excès de stress oxydatif, c'est-à-dire d'excès de production de radicaux libres, ce qui va fatiguer la spermatogénèse et diminuer la quantité de spermatozoïdes. On peut avoir aussi des problématiques d'infection. Donc encore une fois, une oligospermie, c'est très facile à travailler. C'est un des critères qui va s'améliorer le plus rapidement. Par contre, il faut en comprendre la cause, puisque si on en comprend la cause, on peut agir de façon très spécifique. Et en agissant de façon très spécifique, on contourne le problème et on résout le problème sur le long terme. Le deuxième critère de l'OATS, c'est l'asténospermie. Asténospermie, ça vient du mot asthénie. L'asthénie, c'est la fatigue. Quand on parle d'asténospermie, on parle de spermatozoïdes qui sont
fatigués, qui sont peu mobiles. C'est-à-dire qu'on va regarder la capacité des spermatozoïdes d'aller d'un point A à un point B. Et donc ce critère, c'est le critère qu'on appelle la mobilité spermatique. Et on attend une mobilité qui soit supérieure en général à 42%. Après, les critères peuvent varier d'un spermogramme à l'autre, peuvent varier d'un pays à l'autre aussi. Mais si on veut qu'un sperme soit fécondant, eh bien il faut bien évidemment avoir des spermatozoïdes qui bougent, qui sont capables de se mouvoir de façon à pouvoir aller jusqu'à l'ovocyte et féconder évidemment l'ovocyte. Et de la même façon que le premier critère qu'on a abordé qui était l'oligospermie, dans l'asténospermie, on peut avoir différentes causes. Et donc, pour résoudre efficacement une asténospermie, il va falloir identifier la cause. Dans les causes que l'on peut trouver, on peut avoir des causes qui sont relatives à la qualité du liquide de l'éjaculat. Puisque finalement, si on a un liquide séminal qui a par exemple un pH inadapté, une viscosité inadaptée, une quantité inadaptée, eh bien on peut avoir des spermatozoïdes qui sont finalement en forme, mais qui vont avoir du mal à se mouvoir tout simplement puisque leur environnement n'est pas bon et le liquide n'est pas adapté à un mouvement. Imaginez-vous, il est beaucoup plus facile pour vous de nager dans une piscine que dans une mare de boue. Donc évidemment, le contexte dans lequel vous allez avancer va clairement créer votre capacité à aller vite ou non. Le deuxième élément qui peut être une cause, c'est la qualité des flagelles. Quand on a des problématiques de typicité, on va en parler juste après, ces problématiques de typicité peuvent toucher différents endroits, différents morceaux en quelque sorte du spermatozoïde. La flagelle, c'est la queue du spermatozoïde et c'est évidemment cette queue qui va lui permettre de se mouvoir. Si on a des défauts au niveau de cette flagelle, bien évidemment, le spermatozoïde va beaucoup moins avancer et sa mobilité en sera réduite. Et ces défauts sont souvent liés à des problématiques d'infection ou à des problématiques de méthylation qu'il faudra aller chercher. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les différents critères pour émettre des hypothèses et aller travailler clairement sur ces hypothèses. Et puis le troisième élément qui est en cause dans l'asténospermie, c'est aussi le travail de petites centrales énergétiques qui se trouvent dans la queue du spermatozoïde, qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, c'est simplement le siège de production de l'énergie du spermatozoïde, ce qui va permettre en réalité à sa flagelle de bouger et ce qui va lui permettre d'avancer. Seulement, d'un homme à un autre, on peut avoir des variations de la quantité de mitochondries par spermatozoïde. On peut avoir aussi des variations de l'efficacité des mitochondries. Et si les mitochondries sont moins efficaces, eh bien le spermatozoïde aura beaucoup moins justement de capacité à avancer. Une asténospermie, vous l'aurez compris, on peut avoir plusieurs causes. Par contre, ça fait partie des éléments du spermogramme qui sont aussi très simples à faire évoluer. On ne dit pas que c'est rapide, parce qu'un spermogramme, il faut toujours 2 mois et demi, entre 2 mois et demi et 4 mois pour le faire évoluer. Mais par contre, c'est facile. Le troisième élément de l'OATS, c'est la tératospermie. La tératospermie, ça veut dire quoi? Ça veut dire anormalité. On a des spermatozoïdes qui ont des défauts qui ne sont pas typiques, qui sont donc atypiques et qui ont des formes anormales. Alors, ces problématiques, elles peuvent être sur différents endroits du spermatozoïde. On peut les avoir au niveau de l'acrosome, c'est-à-dire la partie enzymatique qui va être la partie fécondante du spermatozoïde. On peut les avoir au niveau de la tête du spermatozoïde. On peut les avoir au niveau de la pièce intermédiaire qui est justement l'endroit qui relie la tête à la flagelle. Et on peut les avoir au niveau de la flagelle qui est la queue du spermatozoïde. Et donc cette tératospermie, il faut la comprendre dans son entièreté. Déjà, pour pouvoir évaluer les causes et justement les perspectives de progression pour améliorer cette tératospermie, il faut comprendre quelles sont les parties atteintes. Est-ce que c'est la tête qui est atteinte principalement? Est-ce que c'est plutôt les parties enzymatiques? Est-ce que ce sont plutôt les pièces intermédiaires ou les flagelles? Puisqu'il faut savoir que chaque partie du spermatozoïde correspond à un stade de la spermatogénèse. Vous voyez, c'est comme si vous produisez quelque chose en usine. Admettons, vous produisez, je sais pas, un bocal, et bien finalement, vous avez votre bocal, vous allez mettre les aliments dedans, ensuite vous allez refermer le bocal, ensuite vous allez mettre l'étiquette. Et bien c'est la même chose pour un spermatozoïde. D'abord, c'est la tête qui est produite, ensuite on va avoir l'ajout de la pièce intermédiaire, puis la flagelle, puis l'acrosome. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la spermatogénèse avance, on va avoir des pièces qui se rajoutent. Et si on a, par exemple, principalement les flagelles ou les acrosomes qui sont des parties abîmées du spermatozoïde, et bien cela nous indique que la problématique est plutôt une problématique de fin de spermatogénèse. Alors que si c'est particulièrement les têtes qui sont abîmées, eh bien c'est plutôt une problématique de début de spermatogénèse. Donc vous voyez que le type de problématique, le type de défaut va nous indiquer à quel moment se situe le défaut. Dans le cadre de la tératospermie, il y a un deuxième indicateur qui est aussi très important, qu'on appelle
couramment le TZI, c'est l'indice d'anomalie multiple, puisque sur la tératospermie, on va vous dire ben voilà, combien de spermatozoïdes sont typiques ou non typiques. Donc la norme, on a 2 classifications. On a la classification de Kruger, qui est la plus courante. Dans cette classification, il faut être au-dessus de 4%. Et l'idéal étant d'être plutôt au-dessus de 10, voire de 14%. Et on a la classification de David sur laquelle il faut être au-dessus de 30%. L'idéal étant d'être plutôt au-dessus de 40 ou 50%. Mais à chaque fois, vous avez cet indice d'anomalie multiple. Cet indice d'anomalie multiple, il doit être le plus bas possible. Il doit être inférieur à 1,7 idéalement. Et il représente le nombre de défauts par spermatozoïde en moyenne. C'est-à-dire qu'un spermatozoïde peut avoir un seul défaut, moins de 1 défaut, jusqu'à 2 défauts ou plus de 2 défauts. Et donc plus cet indice est bas et mieux c'est. Lorsque vous voyez les résultats d'un spermogramme, il est important de regarder non seulement la typicité, mais aussi ce fameux TZI, cet indice d'anomalie multiple, et également la répartition des défauts. C'est comme ça qu'on peut obtenir la meilleure compréhension. Et en comprenant à quel stade de la spermatogénèse on a des défauts qui surviennent, eh bien ça nous permet justement d'agir beaucoup plus efficacement sur ce stade, de développer des hypothèses beaucoup plus claires et d'agir pour améliorer la tératospermie. Maintenant, il faut savoir que la tératospermie est un des critères les plus difficiles à faire évoluer, puisque parfois ce critère porte sur la qualité elle-même de l'ADN, raison pour laquelle en cas de tératospermie, on va aussi conseiller d'aller rechercher des éléments qui vont nous indiquer quelle est la qualité de l'ADN, telle que la fragmentation de l'ADN ou la décondensation de l'ADN, et cela va nous permettre de travailler de façon beaucoup plus efficace sur ce critère en particulier. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir notre vidéo sur la fragmentation et la décondensation de l'ADN, dans laquelle on vous parle en détail de ces 2 indicateurs qui sont extrêmement pertinents et des situations dans lesquelles il est vraiment essentiel d'aller les rechercher. Virginie, tu viens de nous expliquer les différents termes de l'OATS. Est-ce que tu peux nous dire maintenant combien de temps il faut pour améliorer la situation lorsqu'on a ces différents défauts? La spermatogénèse, c'est un processus qui est continu mais qui est relativement long. C'est-à-dire qu'une spermatogonie, c'est-à-dire cellule initiale du spermatozoïde qui rentre dans le tunnel de la spermatogénèse, va mettre 2 mois et demi à donner un spermatozoïde. Donc le temps minimum, c'est ça, c'est le temps d'une spermatogénèse, c'est le temps de 2 mois et demi, 3 mois. Mais il faut comprendre que quand on travaille sur des critères qui sont très complexes comme la tératospermie, souvent ça va être beaucoup plus long puisqu'on doit travailler sur la structure même de l'ADN, sur la capacité même de l'ADN à se diviser correctement et de façon qualitative. Et dans ce type de problématique, on aura du mal à voir des évolutions en 3 mois, on va plutôt avoir des évolutions en 4, 5, 6, voire 7 mois parfois. Donc là, il faut se laisser du temps. Par contre, certains critères vont évoluer très vite. Et c'est vrai que, moi j'ai vu plein de situations sur lesquelles on a vu des critères tels que la mobilité et la quantité spermatique évoluer extrêmement vite. Et effectivement, la typicité n'avait pas évolué tout de suite, mais ça a donné quand même des grossesses spontanées. Pourquoi? Parce qu'en fait, les spermatozoïdes les plus performants et les plus sains vont sortir du lot de façon naturelle. Et donc ça ouvre vraiment les perspectives de grossesse. C'est la raison pour laquelle quand on travaille sur un spermogramme, moi je pense qu'il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est qu'on le travaille pour qu'il soit beaucoup plus efficient dans le cadre peut-être d'une tentative de PMA, mais on le travaille aussi pour qu'il soit beaucoup plus efficient dans une conception spontanée, parce qu'on ne peut jamais enlever l'idée que ça va arriver, même si vous n'avez jamais eu de grossesse, même si ça ne s'est jamais produit avant, on peut l'avoir et on le voit tellement de fois. Donc le spermogramme, c'est un élément clé de la conception, et c'est pas parce que on a un spermogramme avec un diagnostic d'OATS que on ne pourra jamais concevoir naturellement. On l'a vu d'ailleurs plein de fois, et relativement à ça, on peut aussi vous orienter vers la vidéo de Elsa et Samuel qui justement avaient un OATS et ont réussi à concevoir. D'où l'intérêt, s'il y a le diagnostic de OATS, de madame également travailler sur votre mode de vie avec nos programmes notamment. Ainsi, vous pourrez améliorer votre fertilité. monsieur de son côté va améliorer les différents paramètres et une potentielle conception naturelle pourrait aussi apparaître entre les traitements.